est-ce que c'est rentable d'installer des parcs de bornes de recharge pour les voitures? Et pourquoi effectivement on s'aperçoit que ça a beaucoup de mal à décoller, Oui, que les bornes sont dans un état, en dehors de Tesla, sont dans un état pitoyable, dans la mesure où elles sont rarement entretenues. On voit sur oui, l'autoroute, les bornes gérées, je sais enfin oui, voilà, oui. il y a eu quand même pas mal de cafouillages. Quelle est la cause? Parce que de cette, en fait, ça crée de l'insécurité quelque part, parce qu'effectivement, les gens qui Oui. partent sur les routes en disant, bah tiens, je vais me recharger tous les 100 kilomètres Mm. parce que je vois que sur une carte il y a des bornes. Et puis si on arrive, Oui, l'angoisse d'arriver à son service et de voir que toutes les bornes sont en c'est panne, ça. quoi. C'est quand même un stress qui est Oui, important. Alors, quelle est la raison, enfin la cause racine qui fait que, bah, on a, à part Tesla, je viens de voir, c'est encore l'exception, qui a un parc oui, qui est assez fiable et qui tient ses promesses de recharge. Euh, tous les autres, je crois, oui. ne tiennent pas leurs engagements. Tous. Alors c'est très simple, c'est un problème d'investissement. C'est-à-dire que Tesla est arrivé en 2010, a dit voilà, moi je vais me lancer dans les véhicules électriques. Je suis allé voir Monsieur PSA, Monsieur Renault et en Europe. Est-ce que vous êtes intéressé, et même Nissan, pour travailler avec moi à développer un réseau de charge en Europe? D'accord. Et même aux États-Unis, il est allé voir GM, il est allé voir plusieurs acteurs. Personne n'a répondu, évidemment. Donc, il a dit, moi, pour vendre mes véhicules, il faut que je développe mon réseau. Donc, il a investi des milliards. C'est vrai, il avait de l'argent de par ses activités précédentes. Donc, il a construit son propre réseau, ce qui a coûté très cher, et ça lui a permis de vendre ses voitures, tout simplement. Mm. Le problème, c'est que nous, maintenant que le marché est lancé, on fait aussi des véhicules électriques, en partie à cause de la loi qui a fait, on a poussé vers les taux carbone bas. Donc tous les constructeurs, ça y est, s'y mettent, sauf qu'en fait, ils ont oublié de penser à l'infrastructure de recharge. Donc, en fait, il y a eu un problème d'investissement de départ. Il aurait fallu mettre de l'argent sur l'infrastructure, et c'est toujours ce problème de poule et d'œuf, qu'on sait effectivement, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chargeur, pas de voiture. Mais lui, il a investi. Donc c'est pour ça, effectivement, Tesla, c'est le plus gros réseau de recharge d'Europe. Ça marche très très bien. Même moi, je m'en suis servi, puisque j'ai fait 40 000 km sur le réseau Tesla, donc j'ai vraiment rien à dire. Moi, j'ai traversé l'Europe en m'arrêtant normal, en faisant des pauses pour manger, etc. Donc j'ai pas eu de problème. Mais pour les possesseurs de non Tesla, effectivement, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, on estime, enfin la FIREV et je crois l'ADEME ont estimé 30 000 chargeurs en France. Alors, dans les 30 000 chargeurs, il faut enlever les prises domestiques, il faut enlever les chargeurs 7 kW, Oui. 22, et en fait, en charge rapide, il va rester 2000 points de charge à peu près. Sur ces 2000, effectivement, il y a un tiers qui ne marche pas selon le dernier baromètre AFIREV. Un tiers de bornes qui ont été hors service ou qui sont toujours hors service. Donc effectivement, c'est inadmissible quand on se déplace. On ne peut pas se dire quand je vais arriver devant la borne, ça ne marche pas. Et puis on reste. Nous, on a eu des collègues qui sont restés batterie vide devant la borne, à sortir la prise standard pour charger. Ça a été la cause de plusieurs problèmes. Le premier, c'est que EDF, Enedis, Easyvia, donc c'est emparé de cette recharge, a été subventionné assez largement par l'Europe. Ils ont essuyé un peu les plâtres, c'est-à-dire que le matériel n'était pas au niveau. Ils ont travaillé avec deux grands fabricants et un gros qui est connu maintenant, qui a été racheté. Et donc, il y C'est avait qui, des c'est qui, problèmes. c'est qui, c'est qui les deux fabricants? C'est public, hein, je pense, non? C'est EVBox qui avait racheté les chargeurs anciennement qui étaient utilisés chez Easyver, D'accord, d'accord, Evitronic. d'accord, d'accord. Donc maintenant, ils ont un peu l'héritage de ce qui s'est passé avant. Il y en a toujours d'ailleurs sur les autoroutes. Mais donc, il y a eu un problème de fiabilité matérielle. Mhm. Il y a surtout eu un problème de maintenance. C'est-à-dire qu'ils ont largement sous-estimé la maintenance. Il n'y avait pas de service 24/24. Le matériel tombait souvent en panne. Il n'y avait pas de pièces détachées. Et puis, un très mauvais service logiciel derrière. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quand une borne était en panne. Il y avait des mauvaises remontées d'informations. Il y a eu des problèmes entre les échanges de data entre JREV
EasyVia et les opérateurs de mobilité. Donc tout ça fait que c'est complexe en fait. Ils ont commencé, ils ont été précurseurs. Grâce à eux, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont pu acheter des Zoé et des Nissan. Ça a quand même développé le marché. Mais on s'est retrouvé à un moment où beaucoup trop de bornes étaient en panne, et aussi la question de la rentabilité. Ça, c'est une bonne question. Et je pense que le modèle n'a jamais été rentable parce que largement subventionné, et parce que une charge, il faut que ça reste intéressant, sinon personne ne va aller se charger si c'est plus cher que le pétrole, ça sert à rien. Donc D'accord. effectivement, il y a fiabilité, prix et puis maturité en fait, tout simplement. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité sur les modèles économiques de faire payer les gens à la recharge de la voiture électrique, ou il y a une rentabilité aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, moi, voilà, il y a un investisseur qui veut mettre, je sais pas, 1 million d'euros dans des bornes de recharge dans sa ville. C'est quoi le TRI de ces bornes de recharge aujourd'hui? Alors, il y a très peu de rentabilité de manière générale. Ce qui ce qui va faire la rentabilité d'un opérateur, je pense que c'est les services qui sont autour de la recharge. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller me charger, il faut que je m'occupe. Donc, par exemple, je vais aller faire mes courses, je vais aller au restaurant, je vais aller prendre rendez-vous à la poste, j'en sais rien. Donc, pour moi, la rentabilité, elle va venir autour du service que va apporter la borne. D'accord. 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 Et deuxièmement, je suis désolé, mais il va falloir que en fait, il y ait quelqu'un qui mette un peu la main à la poche, que ce soit les concessions d'autoroute, que ça soit l'État, parce que je pense qu'il faut que l'État vraiment mette la main à la poche, comme ils le font pour développer l'hydrogène. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour les stations. Mmh. Donc, chercher absolument la rentabilité, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Faut savoir que c'est des investissements qui sont très lourds. Une borne de recharge rapide, ça coûte entre 25 000 € et 60 000 €. Pour quelle puissance, à peu près? À peu près, sur une 50 kilos, on est à 25 000 €, et puis, entre 150 et 200 kilos, on est à 60 000 €. La borne, une seule La borne. borne, une seule borne, Ah effectivement, ouais. avec la pause, attention, parce qu'il n'y a pas que la borne, hein. Il faut faire venir un transformateur HTBT, il faut tirer des câbles, il faut mettre des protections. C'est ce que Tesla a fait, hein. Ils sont allés Ouais. voir RTE, ils ont tiré des lignes, ils ont mis des transfo HTBT. Un transfo HTBT, ça coûte 300 000 €, d'accord. Ouais. Tesla, quand ils arrivent, ils mettent 20 bornes, hein. Donc, ils mettent le million sur chaque emplacement. Donc, pour rentabiliser 1 million d'euros à 30 centimes la charge, la minute, il faut en faire, hein, des charges, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, je pense que la rentabilité des charges rapides sera autour des services. Par contre, après, on D'accord. peut peut-être aller chercher de la rentabilité sur la charge lente, avec du parking, par exemple. Donc, D'accord. il y a plusieurs modèles. Après, il y a aussi dans les copropriétés. Donc là, on peut aussi aller chercher de la rentabilité. D'accord, d'accord. Une question là, tu dis effectivement, donc c'est 1 million d'euros à peu près pour Tesla d'installer 20 emplacements. Ils sont installés dans des endroits qui sont en général des hôtels, ou des gens où il y a des endroits où il y a on peut prendre un café, aller aux toilettes. Est-ce que tu connais un peu le deal qu'il y a avec les hôtels, Oui, ou pas du tout? Ah, ok, si tu peux nous en dire, enfin, est-ce que c'est gratuit? oui. C'est quoi le modèle économique de Tesla? Parce que c'est vrai qu'ils ont réussi, donc je me dis, pourquoi les Oui. autres, les Peugeot, les Renault, pourraient pas limiter, quoi? Alors, Tesla s'est fait refouler des stations-service, faut savoir, hein. D'accord? Donc maintenant, quand tu as une Tesla, et toujours aujourd'hui, dans le passé et toujours maintenant, il faut sortir de l'autoroute. Alors, c'est plus trop vrai, c'est que maintenant, il commence à y avoir des bornes sur les stations. En général, il y a Ionity en face, Mhm. mais l'histoire fait que Tesla est allé chercher des terrains gratuits. D'accord. Donc, j'en connais un, par exemple, à Aix-en-Provence, où quand tu prends la vallée du Rhône, là, il y en a qui sont très connus, des hôtels, ça a été les premiers à implanter des chargeurs Tesla. Donc, le deal, c'est qu'ils donnent leur terrain, d'accord. Donc, D'accord? ça comporte le L'hôtel? parking. D'accord, ouais. L'hôtel donne le parking, l'emplacement parking. Alors, je ne sais pas si c'est une concession ou si c'est à vie, hein, mais D'accord. et en échange de quoi, Tesla installe gratuitement ses chargeurs. D'accord. D'accord. Et donc moi, ça m'est arrivé de tomber en pleine campagne, en sortie d'autoroute. En général, c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres. Tu arrives en plein milieu d'un champ et là, tu as 20 bornes Tesla avec un hôtel à côté. Voilà. D'accord. Donc c'est un deal de prêt de concession de terrain, de foncier, Mmh. contre l'attraction de la clientèle de Tesla qui va venir dans l'hôtel ou dans le restaurant à côté, quoi.
D'accord, d'accord. Donc, ouais, c'est un deal intelligent, quoi, parce que du coup, les gens viennent consommer, et ça fait du bon Oui, pour l'hôtel, et ça permet aussi, effectivement, que les gens qui ont un trajet un peu long, pourquoi pas rester dormir, etc. Donc, c'est vrai que ce que tu oui, disais tout à l'heure, c'est pas forcément la borne qui est rentable, mais c'est les services qui sont autour qui peuvent c'est l'être. ça. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Très bien. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, effectivement, il y avait un risque en 2010 quand Tesla s'est lancé en disant bah, la poule ou l'œuf. Voilà, aujourd'hui, on sait que, enfin, je sais pas, je pourrais pas nous en dire plus, mais la vision, c'est que les voitures électriques s'imposent progressivement. Qu'est-ce qui bloque actuellement les fabricants français pour se lancer effectivement dans un écosystème? Parce qu'aujourd'hui, les bornes Tesla ne sont pas accessibles aux Peugeot, au Renault, au Nissan. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de se lancer dans un projet de borne de bonne qualité? Bah, en fait, déjà, il faut dire qu'il y a 3 ans, le discours de PSA, c'était, «Nous, on ne croit pas à l'électrique». D'accord? C'est ça, il y a D'accord, 3 ans, donc c'est pas si loin, hein. Ce qui a poussé un peu les constructeurs à aller dans l'électrique. Alors, il y avait Zoé quand même, mais Zoé n'a jamais investi dans l'infrastructure de recharge, à ma connaissance, enfin, charge rapide. Alors, peut-être qu'ils ont participé, dans EasyVia, où je j'ai pas les informations. Mais à part, en fait, un consortium, en fait, au départ, ils se sont mis avec Ionity, il y a 3 ans. Ionity, c'est un consortium de fabricants automobiles. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui se sont agrégés et qui ont les tarifs Ionity sont spécifiques pour ces fabricants-là. D'accord? Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est plus cher. Donc la réponse, c'est que je pense qu'ils se sont pris trop tard et je pense qu'il y a 3 ans, personne ne croyait à l'électrique encore en France. d'accord. Et je pense qu'en fait, maintenant que ça y est, PSA se lance, tout le monde, enfin on l'a vu, hein, tous les fabricants annoncent leurs véhicules électriques. Avec l'arrivée de la Model 3, ça a vraiment lancé le marché. Ça a vraiment décollé. Maintenant, on a 10% des ventes à peu près en Europe. Donc là, malheureusement, tout le monde s'excite un peu pour mettre de la recharge, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu assez de capitaux injectés dans l'infrastructure. Pourquoi? Parce que c'était trop risqué. C'est-à-dire que si les fabricants n'annoncent pas qu'ils vont dans l'électrique, on ne va pas investir des milliards dans la recharge. Mais Euh, en fait juste pour la France, là, tu parlais d'1 million par point de recharge. Je crois qu'il y a combien de stations de recharge Tesla en France? Il y en a 50, 60 peut-être? Faudrait regarder. Ouais, non, non, mais à peu Je près, ouais, sais bah, il y en a à il y en a peu moins de 100. près. Il y en a à peu près tous les 250-300 km Voilà. sur les autoroutes, voilà, sur Je les veux dire, grands axes. quand on regarde le chiffre d'affaires que font ces boîtes-là, mettre 50 ou 100 millions d'euros pour s'équiper de bornes qui vont durer 20 ans ou 30 ans, ça semble un investissement qui est quand même Oui, assez dérisoire par rapport aux milliards qu'ils mettent en R&D de leur nouvelle bagnole et c'est thermique. vrai, Enfin, c'est vrai, mais si tu annonces que tu vas pas vendre de l'électrique, oui, pourquoi en même d'accord, temps tirer d'accord. investir dans une infrastructure de charge? Donc, je pense que Ouais. maintenant, ça y est, ils sont lancés et ça y est, je pense qu'ils vont investir. Avec Total et les autres, ils sont en train d'équiper les stations-service. D'ailleurs, en Allemagne, c'est obligatoire maintenant. D'avoir des stations, des bornes dans toutes les stations-service. En France, ça l'est pas encore. Mais pour D'accord. revenir sur ton point, 1 million d'euros, attention, c'est pour 20 bornes, mais en général, une borne rapide ou 2 bornes rapides, c'est largement suffisant pour commencer. Ouais, bien sûr. Le but de la borne rapide, justement, c'est d'être rapide. Qu'en 20-30 minutes, tu charges ta voiture et tu laisses la place. D'accord? Donc, dans une journée, tu peux charger beaucoup quand même d'électromobilistes. Ouais. Donc, on ne demande pas aux fabricants d'investir dans 10 000 points de charge instantanément. C'est juste mettre quelques points de charge, allez, j'allais dire une centaine, pour couvrir le territoire aux axes stratégiques. Voilà. Ouais, donc du coup, c'est l'ordre ben, si 20, enfin, tu vois, c'est quelques millions d'euros, quoi. Enfin, C'est pas grand-chose. Non, non, c'est non, pas non, ouais, non, grand-chose. c'est ça qui, Voilà. c'est ça qui j'ai du mal à comprendre. Je me dis Ouais. pourquoi quelques millions d'euros bloquent le déploiement dans un pays complet C'est ça. qui sera. Ouais. Ok, ok. Donc du coup, toi, au niveau des perspectives, après on parlera d'autres mobilités, comme notamment mobilité hydrogène, mais je voudrais qu'on finisse un petit peu le sujet sur la partie business model autour de l'électrique. Oui. Quelle est ta vision par rapport à la prospective autour des voitures électriques? Aujourd'hui, ça représente, tu disais, 10% des ventes à peu près. Ouais. Ouais. C'est quoi la roadmap la plus crédible que tu imagines pour la France et pour l'Europe? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va arriver à 50% des ventes et quand est-ce qu'on va arriver à 90% des ventes à peu près? C'est une bonne question.
je pense que là, c'est en train d'être plus ou moins exponentiel, c'est-à-dire que la loi café qui est passée en début d'année, rentrée en vigueur cette année, qui est passée l'année dernière, elle va contraindre très fortement la loi carbone. Les constructeurs, on les a vus, hein, ils se sont affiliés pour baisser leur taux carbone. Donc, elle va contraindre très fortement les constructeurs à sortir de l'électrique. Donc, c'est ça qui va accélérer le pourcentage des ventes. D'accord. Alors, excuse-moi, pour ceux qui ne connaissent pas la loi café, c'est quoi cette loi exactement? Il y a quoi dedans? C'est quoi les angles, les contraintes pour y arriver? Bah, la loi café, ça fait partie de la loi de transition énergétique D'accord? qui demande à ce que le taux carbone par constructeur diminue. D'accord. Donc, D'accord? il y a un taux, je crois, je ne sais plus, c'est 95 grammes au kilomètre. Donc, on passe. CAFE, c'est en anglais, hein, c'est européen, c'est pour Corporate Average Fuel Economy. On contraint les constructeurs à avoir un taux moyen de véhicules neufs à 95 grammes du kilomètre. D'accord. D'accord? Donc, les constructeurs sont mis à faire de l'hybride, on l'a tous vu, hein, avec des consommations super alléchantes. Ils nous annoncent du 2 litres au 100, 3 litres au 100. Donc, sur le papier, ça fonctionne. Il y en a qui sont passés juste. Et puis, il y en a qui ont pris des amendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui payent plusieurs millions d'euros d'amende à l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas réussi, ou ils sont en phase de le faire, à respecter Comme Fiat, ce. par exemple. Comme Fiat, par exemple, hein, je crois. Alors, je ne sais pas qui, D'accord, non, mais c'est une question. bah, Ouais, ok. peut-être. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des constructeurs qui étaient très, très en avance, qui ont même donné des crédits carbone, qui ont fait des affiliations avec d'autres fabricants qui étaient plus ou moins mal, pour pouvoir lisser un peu cette loi qui est vraiment, c'était assez rude, hein, quand même. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça qui va faire l'augmentation du marché, c'est quand même la réglementation, et heureusement. Et je pense, ce qui est planifié, c'est pour 2025, voilà, et 2030, je pense qu'il y aura quelques millions de véhicules en France. Voilà. Alors, Électriques. quelques millions, ouais, c'est quoi? C'est 50% du marché, non? De 2030, on sera combien en 2030? Ouais. Au doigt mouillé, au doigt mouillé. Après, Ouais, je pense pas à 50%. Si on 40, est à, 30%? si on est à 30, si on est à 30 ou 40, ça sera déjà pas mal. Ouais. 30% des ventes. Ça Bon, ok. dépend ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on met dedans le full électrique, l'hybride ou Ouais, l'hybride ouais. rechargeable? Parce qu'aujourd'hui, les 10 ou 12%, c'est aussi l'hybride rechargeable. Voilà. D'accord. Alors justement, parle-nous donc, ok, jusqu'à maintenant, on a parlé du full électrique. Est-ce que l'hybride, c'est quoi? C'est une hérésie technologique dans laquelle on ajoute la complexité du moteur thermique à la complexité au prix de la batterie. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Est-ce qu'il y a un vrai avenir? Effectivement, ça peut régler le problème des gens qui ont l'angoisse du week-end, Ouais. comme tu disais tout à l'heure, en disant oh oui, mais moi, Ah, si je pars faire 1000 km, voir ouais. mamie au fin fond de la France, j'ai besoin d'avoir une hybride pour pouvoir faire 1000 km, mais par contre, mes trajets tous les jours, bah, j'ai une hybride rechargeable pour faire les 30 bornes tous les matins. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bouche-trou qui permet aux constructeurs de dire bah, on peut temporiser jusqu'à ce qu'ils soient prêts à faire du full électrique? Ouais, c'est une très bonne question. On nous la pose souvent. Alors, je dirais que sur le papier, c'était une très bonne idée. Nous, on l'a testé parce qu'avant de passer en full électrique, on a des données de notre flotte en Allemagne. Parce que, bon, faut savoir que dans SAP, le groupe SAP, on a un véhicule de fonction par salarié, d'accord, à peu près. Donc, en Allemagne, on a 15 000 véhicules. Donc, on a fait à grandeur nature un test avec des hybrides sur 500 véhicules parce qu'on avait la carte essence. Tu vois D'accord. ce que c'est la carte essence? C'est-à-dire Ouais. que les salariés ont leur véhicule thermique, ils ont la carte essence et donc ils peuvent faire leur plein. Donc, on a évalué que sur 500 véhicules, le gain qu'a amené l'hybride par rapport à un thermique classique était seulement entre 15 et 20%. Dans le meilleur D'accord. des cas. Dans le meilleur des cas. Mais ça n'inclut pas une chose, c'est que le véhicule hybride est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que c'est un moteur thermique et un moteur électrique. Donc, il faut rajouter de l'entretien plus cher. Donc, en fait, le gain en essence réel est compensé par un véhicule plus cher et par un entretien plus cher. Donc, au final, le gain, il est quasiment nul. Voilà. D'accord. Par Et rapport à une pour, essence. Par rapport à une par essence. rapport à une essence. Et c'est vrai que sur le papier, c'est très bien, mais
en pratique, ça reste quand même un véhicule thermique où on te dit, bah, tu as une batterie de 10 kWh. Et c'est vrai, si tu ne dépasses pas les 50 km/h, tu vas pouvoir faire 10-20 km pour aller au travail. Seulement, dans la pratique, en fait, toi, psychologiquement, quand tu appuies sur l'accélérateur, dès que tu franchis les 50 km/h, tu passes en thermique. D'accord? Donc, si tu ne fais pas attention à ta conduite, en fait, au final, tu roules quasiment que en thermique. Et c'est ça qu'on reproche, c'est que c'est immatériel et donc du coup, pour 90% des trajets, l'électrique n'a aucune utilité. Parce qu'il faut vraiment se restreindre dans un petit périmètre, ne pas monter au-dessus des 50 km/h, donc dans certains cas ça marche. Mais si on fait la moyenne sur une année, c'est pas quelque chose qui est significatif. Et du coup, pour nous, c'est plutôt un véhicule qui va être destiné à la transition, c'est-à-dire que les gens vont s'habituer progressivement à rouler en électrique, à charger leur voiture. Effectivement, ils vont être rassurés psychologiquement parce qu'ils se disent si je veux faire un trajet long, j'ai toujours l'essence. Donc, c'est un gros plus psychologique. Mais je pense que ce véhicule, il va disparaître dans les 10 prochaines années au profit du full électrique. Voilà. D'accord. Ok. On va prendre les questions maintenant. Il y a une question de Laurent. Laurent qui dit, lui qui habite en Angleterre, il dit en Angleterre, il y a 50 applications différentes pour recharger. Alors, est-ce que c'est un problème, effectivement? Est-ce qu'il y a un combat pour savoir qui est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est comme au début des protocoles, des cassettes vidéo, où il y a plusieurs protocoles et il y en a un qui l'a emporté, ou des CD, etc. Comment ça se passe et comment tu vois un petit peu l'évolution de cette offre un peu abondante? Il y a plusieurs sujets. Effectivement, moi, dans mon portefeuille, j'ai une dizaine de cartes. On s'aperçoit qu'avec le temps, quand même, on utilise un peu toujours les mêmes. Pour pas trop citer, mais je peux en citer trois. Je sais que ChargeMap, ça marchait plutôt bien. EasyVia, ça marchait plutôt bien. Après, ça dépend de là où vous habitez. Hein. FreshMile, à un moment donné, ça a marché. Après, on avait d'autres cartes. C'est vrai qu'il t'en faut au minimum 2, 3 et puis un backup au cas où. Je pense que c'est une transition, c'est-à-dire que là, nous-mêmes, on est en train de travailler avec plusieurs instituts pour améliorer cette interopérabilité. Il y a deux problèmes de base. Il y a un, qui en Europe va driver, qui sera l'autorité de certification, on va dire ça comme ça, en Europe. Alors qu'il y a JREV en France et Object en Allemagne et d'autres en Europe. Donc, effectivement, c'est un peu une bagarre de qui va être le lead et un peu le juge de ce qui va se passer des transactions en Europe. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a plusieurs expérimentations qui sont faites. Donc, c'est que le début. Donc, c'est vrai que cette histoire de multicarte, c'est pas terrible. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a le gros qui va racheter les petits et puis ça va se résoudre. Et puis, il y a un deuxième axe, c'est que de plus en plus, on voit du paiement carte. Donc, le paiement carte, ça a des avantages, c'est que avec n'importe quelle carte bleue, on peut payer sa consommation. Mais par contre, ça ne résout pas le problème de l'interopérabilité. C'est-à-dire que ta borne n'apparaît nulle part, tu n'as pas d'application particulière si tu veux, quand tu payes en carte. Donc oui, il faut aller vers la simplification. Pour ça, il faut travailler en amont. Ça devient un sujet politique en fait. C'est pas tellement technique parce que techniquement on sait faire, mais il va falloir identifier est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est l'Europe qui va prendre la main là-dessus et dire nous on est garant de l'interopérabilité et donc on va mettre les moyens dans les systèmes d'information pour que tout se parle à la perfection et que les protocoles fonctionnent. Voilà. En gros, c'est ça l'idéal. Dans la pratique, c'est tout autre chose. Effectivement. Ok. Très bien. Autre question de Patrick qui dit qu'effectivement, est-ce que tu commences à voir des cas pratiques de voitures qui sont utilisées dans les deux sens, pour véhicules to grid? Et donc, où en est la réglementation de véhicules to grid? Et est-ce que c'est quelques expérimentations? Est-ce que ça va être massifié bientôt? Est-ce que tu y travailles? Et après, une question que pose Patrick, c'est quel est l'usage, quel est l'inconvénient pour la batterie de la voiture de devoir délivrer des services réseau, c'est-à-dire qu'avec des cycles augmentés par rapport à un usage uniquement en mobilité, quoi.
Ouais, alors beaucoup de questions. Oui, Pour terminer, je veux dire que là, en ce moment, on travaille sur un protocole amélioré qui s'appelle Plug and Charge, qui va permettre, comme Tesla en fait, du véhicule de s'authentifier à partir de son véhicule et non pas d'un badge. Donc l'idée, c'est de simplifier l'expérience utilisateur. C'est que demain, et là c'est très proche, hein, on parle d'un déploiement d'ici à 2 ans en d'accord. France, que le véhicule lui-même s'authentifie à la borne et donc qu'il y ait une autorité quelque part de certification qui vérifie si l'abonnement est valide et que dans le véhicule, on puisse choisir son abonnement, son tarif et tarif préférentiel, etc. Donc, amélioration de l'expérience utilisateur, ça va aussi dans le sens de la loi de mobilité. D'accord. Euh, Et comment ça marche l'authentification? C'est par Bluetooth? C'est RFID? C'est quoi? Enfin, je sais pas si tu connais ça. Enfin, Alors, l'authentification, jusqu'à maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les prises type 2 européens, le véhicule ne communique pas de manière intelligente. Ok, donc d'accord. aujourd'hui, on n'est pas en capacité techniquement de reconnaître un véhicule. Demain, il y aura le même câble type 2, de la même manière qu'on le fait sur les bornes rapides en combo CCS, le câble continu, d'identifier le véhicule avec un certificat de sécurité. D'accord. Mhm. Donc c'est comme sur Internet, certificat HTTPS, hein, on s'authentifie, on dit oui, le véhicule est bien authentique, c'est bien la personne qui le conduit, etc. Donc il y aura un certificat délivré par l'autorité européenne aux fabricants automobiles. Donc ces fabricants automobiles devront implanter ces certificats dans les véhicules. On aura aussi des certificats dans les bornes et puis chez les opérateurs de mobilité. D'accord. Et donc l'idée, c'est D'accord. que quand le véhicule se branche, on échange les certificats et on vérifie que toute la chaîne de sécurité est bonne. Voilà, c'est D'accord. comme ça. Ouais, donc c'est du filaire. C'est pas via les ondes, c'est pas du Non, Bluetooth ou c'est pas du RFID, c'est via une connexion filaire avec ouais, la bande de recharge. D'accord. Ok. c'est du filaire, c'est de la modulation du CPL, du courant porteur. Voilà. D'accord. Et donc, pour tes questions tout à l'heure, dans Oui. la loi de Sur véhicule transition, to guide. Oui. voilà. Alors, sur le véhicule to grid, il y a beaucoup de démonstrateurs qui ont été faits, mais par le passé, mais c'était sur le connecteur CHAdeMO. D'accord. Le souci avec le CHAdeMO, c'est que il y a que Nissan qui le supporte, et donc progressivement, comment dire, Nissan va aussi glisser vers le combo CCS. Donc en Europe, la prise CHAdeMO, on pense qu'elle va disparaître. Et d'ailleurs, le combo CCS, au passage, c'est le standard également pour les bus et les camions, puisque demain, il y aura des modes combo CCS avancés. Ah, c'est la même prise pour charger un camion que pour charger une Oui, voiture. D'accord. oui, Donc oui, parce que la oui. puissance, parce qu'un camion, il va pouvoir. Enfin, j'ai vu des chargeurs de 4 méga 5. Pas forcément. Ce qui fera la différence, c'est la tension. On va passer en 800 volts. D'accord. Mais le combo D'accord. CCS va rester la référence. D'accord. Ok. On peut quand même, avec un combo CCS, on peut quand même charger à 350 kW. D'accord. Un camion, il aura peut-être une batterie de 1000 kWh, ce qui fait à peu près une dizaine de Tesla. Il lui faudra peut-être 4-5 heures sur un chargeur 350 kW. Hmm. Donc, c'est pas du tout limitatif et il y aura D'accord. il y aura des évolutions du combo. Donc, tout ça pour dire que le standard futur, ça sera le combo et la norme donc Charin-EV, c'est le consortium officiel autour du combo CCS, d'accord, qui regroupe une centaine de fabricants. Ils ont annoncé déjà un combo réversible et je sais qu'il y a des prototypes qui tournent en ce moment. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les prototypes qui sont là depuis 5-6 ans autour du CHAdeMO, c'est très bien, mais c'est propre à Nissan. Donc ça ne fait pas avancer, si tu veux, Le l'écosystème standard. parce que Ouais. il n'y a pas que Nissan hein, dans le marché. Donc il y a plusieurs freins. Le premier frein, c'est qu'il faut que la prise soit réversible. Donc ça, ils y travaillent. Donc Deuxièmement, aujourd'hui, la conclusion, c'est, excuse-moi de te couper, mais aujourd'hui, le combo CCS, donc la prise qui est utilisée chez oui, les chargeurs Tesla et la plupart des chargeurs autres, oui. n'est pas réversible.
Non, elle n'est pas réversible. D'ailleurs, effectivement, tu as mentionné Tesla. Tesla avait un câble propriétaire jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Model 3. Ils sont passés en combo. Donc, tout le monde fait du combo. À ce jour, il n'y a pas de véhicule sur le marché réversible. On annonce chez Hyundai, parce que chez les Coréens sont très en avance, d'ailleurs, sur leurs véhicules de manière générale. Ils annoncent un combo ou un câble AC, je ne sais plus, réversible sur leur plateforme. D'accord. Il y a les Coréens et il y a aussi Renault qui a un prototype de Zoé réversible en type 2 qui est actuellement en prototype. Ouais. D'accord. Mais sur le marché, il y en a pas. C'est-à-dire que ni la borne sur le marché n'est réversible, ni la voiture. D'accord. Donc, Oh, donc il y a tout à faire. même en charge lente? En charge lente, on a prise type 2, il y a en AC, en courant alterné. Il y a Renault qui fait ça et il y en a quelques autres en prototypage. Alors en AC, c'est moins difficile parce que c'est la voiture qui va convertir D'accord. et pas la borne. Donc c'est plus facile, hein. Une borne AC, c'est simplement un interrupteur, donc c'est réversible de fait. D'accord. Euh, D'accord. Donc, et- du coup, c'est-à-dire que le courant peut circuler dans les deux sens uniquement, avec des faibles ampérages jusqu'à 16 ampères, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment sur une borne AC, tu tires du 3 fois 32 ampères, tu peux aussi réinjecter du 3 fois 32 ampères. C'est-à-dire, D'accord. techniquement, D'accord. techniquement, il n'y a rien qui freine en fait, hein. C'est juste D'accord. réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ah, ok. il n'y a pas de contrat Enedis qui te permet d'être producteur d'électricité en partant d'une voiture. Tu peux être producteur D'accord. avec des panneaux solaires, c'est un Oui. contrat de revente, Ouais. mais aujourd'hui, tu n'as pas de contrat de revente à partir d'une batterie de voiture. Ça n'existe pas. D'accord. Donc, D'accord. ils y travaillent, hein. Moi, j'ai vu des propositions de loi et des changements de loi dans ce sens-là. Il y a les termes de réversibilité qui sont introduits, de véhicules to grid qui sont introduits, donc ça va y venir. Mais réglementairement, tu n'as pas le droit de réinjecter sur le réseau national. Alors, tu as le droit de réinjecter en local. Tu fais ce que tu veux en local, hein. Si tu as une batterie de stockage ou si tu veux consommer l'énergie ailleurs, tu pourrais le faire. Il n'y a rien qui te l'interdit. Mais tu n'as pas le droit D'accord. de revendre l'énergie sur le réseau. D'accord. D'accord. Ok. Et pour répondre à la question tout à l'heure sur l'usure de la batterie, c'est également une bonne question. Il faut savoir qu'une batterie lithium-ion a des cycles de charge à peu près entre 1000 et 1500 cycles. Mhm. Donc, euh, effectivement, sur la durée de vie d'une batterie, bon, on va estimer 10 ans la durée de vie d'une batterie. Nous, on a vu ce qu'on appelle le state of health, c'est le pourcentage de santé de la batterie qui perd 25% en 10 ans. Tout ça en roulant normalement, en ayant un usage classique. Donc ça veut dire que ta batterie va perdre 25% en 10 ans. Si maintenant tu rajoutes encore 25% de cycle dédié au véhicule to grid, c'est très bien pour la grille, mais quel est le gain pour l'utilisateur? D'accord. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ça va être un business model rentable déjà d'investir dans une infrastructure réversible pour les fabricants de voitures et bornes, et pour l'utilisateur, quel sera son gain au final, parce qu'il va user sa batterie effectivement. Donc est-ce qu'il sera rétribué? Est-ce que, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le business model. D'accord. Ok. Et tu penses que c'est quelque chose qui va végéter ou c'est quelque chose qui va devenir important dans les années qui viennent ou là, au doigt mouillé, hein, parce que ça, il y a pas de certitude là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gérald, de ce marché Ouais. de véhicules to grid? Il y a beaucoup de Alors, fantasmes autour de ça, mais j'aurais du mal ouais, à me faire une opinion. alors, il y a quelque chose qui va pousser, moi, je pense. C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer de notre mix énergétique français, d'accord. On, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Euh, Pas donc, assez, mais on en parle. ouais, bah c'est. Aujourd'hui, on est 71% nucléaire, ok, tout le monde le sait, 21% ENR, ce qui est pas mal, hein, peu de gens Mm, le savent. mm. Donc, quand je dis ENR, c'est éolien terrestre, éolien offshore. On a également une partie, je crois, 12% de solaire. Donc, ça fait quand même 46%. Et puis, on est en train d'accélérer. Donc, ce 21% de NR, en 2030, il est projeté à 35%.
D'accord? D'accord. Donc en gros, on va prendre en 10 ans 10% de NR. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le NR, les énergies renouvelables, donc le solaire et l'éolien, va générer de la, comment dire, bah, c'est alternatif, c'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de soleil, donc ce sont des énergies, des sources d'énergie alternatives qu'il faut réguler. Et donc, pour nous, je pense que le véhicule électrique, d'ici 10, 15 ou 20 ans, les millions de véhicules électriques vont aider forcément le réseau à réguler ces énergies renouvelables. D'accord. D'accord. D'accord, donc ça, Donc, en fait, la voiture va servir d'espace de stockage géant quand il y aura 20 millions de véhicules électriques à la maison ou sur un parking privé. Voilà. d'accord. Donc c'est ça qui va tirer, c'est le véhicule électrique qui va faire en sorte que les ENR réussissent. Donc c'est gagnant-gagnant, j'allais dire. D'accord, d'accord. Ils vont se renforcer l'un l'autre. Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu d'hydrogène. Que penses-tu de la mobilité hydrogène pour les voitures, pour les bus, pour les trains et pour les bateaux? On Ouais. va commencer par les voitures. Alors ouais, l'hydrogène, c'est un vaste sujet. Alors, il y a alors sur le papier, encore une fois, c'est très bien. On a souvent en tête l'image de l'hydrogène, c'est le verre d'eau, d'accord, H2O, ça fait de l'eau, c'est propre, il sort de l'eau. Effectivement, c'est vrai, l'hydrogène, c'est pas nouveau, hein, ça a 20, 30 ou 40 ans. Le problème, c'est comment on produit cet hydrogène, et tu le sais très bien, on a 96 ou 97% de l'hydrogène dans le monde est fabriqué à partir du CH4, du méthane, donc en faisant du reformage. Mm. Donc, c'est des énergies fossiles, ça demande beaucoup d'électricité et ça génère du carbone. D'accord. euh, donc, à l'heure actuelle, rouler à l'hydrogène, c'est pas du tout éco-friendly, quoi. Ça pollue. Okay, ça, c'est le premier aspect. Alors oui, on va fabriquer des électrolyseurs géants, il va falloir de l'électricité verte pour les alimenter. Donc, effectivement, il y a peut-être une partie marginale de l'électricité renouvelable qui va servir à l'hydrogène, et donc de l'hydrogène vert. Et donc, effectivement, c'est vertueux, ça pollue pas, etc. Sauf qu'il y a un tout petit problème, même deux problèmes dans l'histoire. C'est le prix, d'accord. C'est que déjà, l'hydrogène en soi est 2 fois plus cher que le pétrole classique. Et alors, l'hydrogène vert, c'est 3 à 4 fois plus cher, d'accord, dans l'état actuel des choses et avec l'énergie verte. Donc, le prix est un problème. À l'heure actuelle, aux 100 km, on estime 3 euros le plein d'électricité. L'essence, c'est autour des 8 euros. Et puis, l'hydrogène, 10, 11 euros. D'accord. D'accord. Donc, l'hydrogène non vert, hein, c'est-à-dire que demain, si l'hydrogène vert, il faudra rajouter 3-4 euros facile. Donc, on est 4 fois plus cher que l'électricité et 2 fois plus cher que l'essence. Je donne des ordres de grandeur, hein. Donc, le prix est un frein. Et deuxièmement, c'est le rapport d'efficacité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'énergie, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça on l'a tous appris. Donc en fait, pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité, et après pour faire rouler un véhicule hydrogène, il faut reconvertir cet hydrogène en électricité, donc ça s'appelle la pile à combustible, d'accord. Si on regarde ce qu'on appelle le rendement global de toute la chaîne, c'est-à-dire de l'éolienne qui produit l'électricité, à l'électrolyseur, en passant par le stockage de l'hydrogène, à refaire de l'électricité dans la voiture, et ensuite l'énergie mécanique, en fait, on s'aperçoit que du puits à la source, comme on dit, aux roues, du puits, enfin la source aux roues, c'est 22%, il reste 22% d'efficacité. D'accord. C'est-à-dire que si tu mets 100% d'énergie renouvelable en entrée du système, tu en perds 80%. Et la voiture Euh, électrique, c'est combien en comparaison, ouais? alors, la voiture essence, c'est à peu près le même ordre de grandeur. La voiture gaz, pareil. Et la voiture électrique, c'est à peu près 77%. Et là, pour les camions, c'est 81%. D'accord. Donc, il y a des projections qui sont faites à 2050. Donc là, je pourrais te montrer l'image, mais c'est Transparent Environnement qui fait ça. D'accord, ouais. Donc en 2020 aujourd'hui, hein, pétrole, gaz, efficacité 22%, hydrogène 33%,
direct électrification, 77%. En 2050, on va améliorer, parce que tout le monde dit oui, mais ça sera plus efficient, l'hydrogène. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'électrique aussi va s'améliorer, les batteries vont s'améliorer. Oui. Donc le rendement projeté en 2050 pour l'électrique, c'est 80%. D'accord. Pour l'hydrogène, c'est 42%, donc on gagne un petit peu, mais ça reste quand même la moitié. Et puis le thermique, ça s'améliorera un tout petit peu, mais ça va rester aux alentours des 30%. Ça va plafonner en fait. Voilà. D'accord, ouais. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Une question qu'on entend souvent aussi, c'est oui, mais le réseau va pas tenir. Vous vous rendez compte, une voiture pour faire 100 km consomme autant qu'une famille de 4 personnes pour tous ces autres usages électriques. Donc, si tout le monde s'équipe d'une voiture électrique par foyer, il faudra construire 100 centrales nucléaires pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Oui. Donc, du coup, avant de vendre des voitures, vendons d'abord des centrales nucléaires et après, on verra si on peut se permettre de mettre la mobilité électrique. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ça de ses opposants au déploiement de la voiture électrique? Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'il y a un très bon rapport qui est sorti de RTE, bilan prévisionnel pour 2021. De 2021. Donc, je t'engage à aller le voir. Oui. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la production va augmenter. La consommation, pardon, excuse-moi, la consommation va augmenter. On est en 2020 à 460 TWh. On va passer à 471. Ouais, légèrement. Donc Ouais. légère hausse de la. Entre 2021 et Ouais, combien? Entre 2021 et 2025. D'accord. 2030, c'est 484 TWh, donc à peu près 30 TWh en plus dans 10 ans, en gros. D'accord. Ok. De consommation de manière générale, hein. Il n'y a pas que la voiture électrique. D'accord. Ouais. Ce qui planifie aussi, c'est que toutes les technos d'amélioration de l'isolation de l'habitat, elles vont s'améliorer. D'accord. Donc il y aura des baisses de gigawattheure sur l'isolation des logements. Ok. Il y a une deuxième chose, c'est que le rendement va s'améliorer et surtout l'intelligence dans le réseau va s'améliorer. Donc, quand les gens disent qu'il n'y aura pas assez d'électricité, alors déjà ça a été évalué. RTE estime que pour 12 millions de véhicules électriques en 2030, il y aura une baisse à peu près de 8%. Enfin, il y aura une demande supplémentaire de production de 8%. Voilà. D'accord. Donc, ça a été publié par RTE, c'est des chiffres officiels. Donc, quand même, pour 12 millions de véhicules, on n'y est pas encore. Mais 8%, sachant que, comme j'ai expliqué, la consommation va augmenter, la production va aussi augmenter, l'isolation des ménages va augmenter, et l'intelligence surtout va faire office de tampon, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se charger tous en même temps. L'idée, c'est de charger pendant les heures creuses, par exemple. C'est de mettre de l'intelligence pendant la charge, quoi. Effectivement, si tout le monde se branche en même temps à 6 heures du soir, ça ne va pas le faire. Mais évidemment, ces 8%, ils intègrent le fait que la charge soit intelligente. Voilà. D'accord. Ok. Merci pour ce point. Autre critique qu'on entend souvent sur les voitures électriques, c'est oui, mais une voiture électrique a un bilan carbone bien moins bon qu'une voiture thermique parce que ça consomme beaucoup plus d'énergie pour la fabriquer et derrière, si la voiture est utilisée dans un mix qui n'est pas qui est rechargé avec du charbon, il n'y a aucune utilité de la voiture électrique. Donc c'est un petit peu les gens de Peugeot qui disaient ça. Alors, oui. qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu peux en dire? Sachant qu'effectivement, il y a personne qui rase gratis. Il n'y a pas d'énergie gratuite, il n'y a pas de mobilité gratuite. Ça a toujours un coût pour la planète. Oui. Après, l'idée, c'est de comparer différents modèles et de voir lequel est le plus acceptable. Effectivement. Alors, toujours, moi, j'ai des chiffres de transport environnement. Oui. Alors, en moyenne, je parle pour l'Europe, avec le mix électrique européen. C'est-à-dire dans l'Europe, j'inclus l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, également la Pologne, qui a beaucoup de charbon, et la Suède. Donc vraiment, si on prend l'Europe, le gain estimé par rapport au pétrole ou diesel, c'est 3 fois moins d'émissions carbone. Là-dedans, ça inclut évidemment la fabrication de la batterie.
il faut savoir que la fabrication de la batterie, c'est à peu près un quart de l'impact carbone sur la totalité du véhicule électrique. D'accord. Sauf que, contrairement au pétrole, on n'a pas derrière la consommation de pétrole, donc c'est de l'électricité. Donc vous allez me dire, oui, effectivement, mais ça dépend de l'origine de l'électricité. Oui. Donc l'étude qui a été faite par Transport Environnement, ils ont fait le cas le pire, d'accord? Donc ils prennent la Pologne et ils prennent le cas le meilleur, la Suède. Donc ils estiment à peu près que dans le cas de la Suède, le véhicule électrique permettra d'économiser 80% d'émissions carbone par rapport au diesel et, au gaz, et à l'essence. D'accord. 80%. Dans le cas de la Pologne, où majoritairement l'électricité tourne au charbon, Mhm. même en prenant le pire cas, avec l'électricité la plus carbonée, on arrive quand même à un gain de 22%. D'accord. Voilà. Donc, en incluant la fabrication de la batterie, encore une fois. Euh, Ok. donc, en fait, dans tous les scénarios possibles, effectivement, le mieux, c'est encore de ne pas avoir de voiture, on est bien d'accord. Mais avec la technologie électrique, en 100% électrique, on a non seulement une baisse des émissions de carbone entre 20 et 80%, donc en fonction du mix d'électricité, mais en plus, on améliore le rendement de 2 ou 3, puisqu'on l'a vu, un moteur thermique par Oui. rapport à un moteur électrique a un rendement divisé par 3. Ok. Très bien. Voilà. Euh, Merci pour ces éléments. Ensuite, au niveau des ressources rares qu'il pourrait y avoir dans une voiture et qui pourraient nous être amenées à manquer, parce que effectivement, est-ce que du coup, si on fait un bascule sur la mobilité électrique, c'est-à-dire beaucoup de batteries, c'est aussi ces choses qu'on entend. Est-ce que dans Oui. les batteries, il y a des choses qu'on va avoir du mal à fournir? Est-ce qu'il y a un bottleneck? Est-ce qu'à un moment donné, on va dire, ah, désolé, on peut plus Ouais. faire de batterie parce qu'on a épuisé le stock et il va falloir passer voiture thermique? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de batterie, il y a plusieurs technologies. Euh, Si je prends l'exemple d'une voiture classique, on en est en gros, bon, il y a 5 fabricants de batteries dans le monde. C'est principalement les Coréens, les Japonais, vous les connaissez, hein, et maintenant les Chinois qui sont dans la course. Donc il y a 5 gros fabricants et on est à peu près à la troisième génération de batteries. C'est-à-dire qu'avant, il fallait en gros 25 kg de minerai dans une batterie, d'accord, dont la bonne partie était du nickel et du cobalt. Donc il y Ah, avait il fallait 25 kilos de minerai pour faire 1 kilo de batterie, c'est ça? non, au total, dans une batterie, donc si on ajoute nickel, lithium, cobalt, manganèse Ouais, et le reste, les anodes, il y a à peu près 25 kilos de matériel. d'accord. Pour faire une batterie de combien, de quelle taille? Pour faire une batterie de 75 kWh, une batterie plutôt grosse. Ouais. D'accord. Ok. En gros, une batterie de Tesla, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, donc, il faut savoir que la part du lithium, en général, elle est plutôt aux alentours de 10 kilos. D'accord. Entre 5 et 10 kilos. Donc, c'est moins de la moitié de la batterie. Ok. D'accord. Le reste, c'est du nickel et du cobalt. D'accord. Donc, la technologie de batterie, elle a évolué en troisième génération. Donc, on est passé à première génération, deuxième et troisième. Première génération, il y avait 11 kilos de cobalt. D'accord. Deuxième, 7 kilos. Et maintenant, on est à 4,5 kg et on parle de la quatrième génération qui arrive sans cobalt. D'accord. D'accord. Donc, l'histoire du cobalt, ça va se terminer. Il y aura, c'est plus un problème. Maintenant D'accord. vient le problème du lithium. Donc, effectivement, Mhm. ça reste quand même, on va dire, un bon tiers de la batterie. Il faut savoir que les réserves mondiales de lithium, donc c'est juste gigantesque, il y a 70 milliards de kilos. Il y a beaucoup, enfin, il y a quelques producteurs majoritaires dans le monde. Il y a les, Australie, ouais. ouais, surtout l'Australie. Après, il y a un peu en Amérique du Nord, hein, il y a quelques, alors il y a deux technos, hein, il y a les mines en dur et il y a les mines dans les sels minéraux, enfin les salars.
Et puis, il y a une troisième source qui en fait, a été découverte, c'est que dans les océans, dans l'eau, il y a apparemment un pourcentage infime de lithium, mais il y a énormément de lithium dans les océans. Donc, d'un point de vue ressources, c'est un problème. Il faut savoir qu'il y a à peu près, c'est estimé, c'est 0,17 kg de lithium par kilowattheure de batterie. D'accord. Donc 170 grammes. Et avec les 70 milliards de réserves, on peut faire 5 milliards de batteries dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas de problème de réserve en soi. Il faut juste aller, c'est une question de coût, hein, il faut aller les chercher. Il faut que ce soit fait proprement, bas carbone évidemment. Et puis après, il y a le sujet du recyclage. Donc, l'avantage d'une batterie par rapport à un thermique, c'est que la batterie est 100% recyclable. 99,9%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chaînes, des usines de recyclage qui sont en train de se monter. Principalement en France, c'est PSA qui le fait, et Airbus. Donc, on sait recycler une batterie à 100%. Donc, toutes les batteries qui seront sur le marché, d'ailleurs, il y a des obligations de recyclage, même sur les batteries stationnaires, on peut considérer que ces matériaux-là, on va les récupérer d'ici 10 ans. D'accord ? Donc, c'est pas perdu. Voilà. Ok, super. On arrive à la fin, il est 19h31. On est un point à la retard, mais je vais quand même prendre encore une minute pour te poser un peu la question traditionnelle qu'on pose toujours dans les cafés débats. Alors, c'est pour ouvrir. Hein, voilà, tu peux me répondre sur le sujet effectivement de la mobilité électrique, mais tu peux me répondre sur d'autres sujets plus globaux. Est-ce que parmi les choses dont tu es certain, tu as des convictions très très fortes, et parmi toutes tes convictions, y a-t-il une conviction que tu as et qui pourtant est peu partagée? Tu t'aperçois que les gens, tu dis à chaque fois, non, mais c'est bizarre, à chaque fois avec mes amis, je suis obligé de parler pendant des heures pour leur expliquer ma vision, et ils sont là, ils sont sceptiques, ils comprennent pas, et toi pourtant tu en es certain. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de la mobilité? Est-ce que c'est dans le cadre de la transition énergétique ou plus largement? Dis-nous, est-ce que tu as des convictions qui ont du mal à passer? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup encore de réticence sur l'électrique parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations diffusées pendant des années. Et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à rattraper des fausses idées, en fait. D'accord. Et nous, pourtant, on a été très neutre, hein, c'est-à-dire que nous, on vient du monde du logiciel, on ne vend pas des voitures électriques, on ne vend pas des bornes. Donc, au départ, on n'avait pas du tout d'intérêt dans tout ce business-là. Donc, on a vraiment fait une étude, neutre, et on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de lobbies dans les 10 dernières années, principalement en venant des États-Unis, de groupes de pression sur les réseaux sociaux qui ont diffusé des millions d'articles. On a vu les enfants qui se battent dans les mines pour sortir du lithium. On a tous vu que en fait, la voiture électrique, derrière, c'était une centrale à charbon, que en fait, les batteries, ça pollue, enfin, toutes les idées reçues que tu as citées aujourd'hui, c'est ça qui est le plus dur à contrer, c'est les fausses idées reçues qui ont été en fait martelées dans le cerveau des gens, quoi. Voilà. Et après, il y a une conviction, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que je suis persuadé que l'avenir, il vient dans la collaboration. Il y a un très bon exemple, c'est le monde du bâtiment. Ils sont en train de se confronter au monde de l'IRVE, au monde de la recharge. Et c'est totalement nouveau. Et en fait, le véhicule électrique va permettre de fédérer ces deux mondes-là. Le monde bâtiment, qui n'est pas du tout digitalisé, le monde de la charge, et au milieu, tu as le secteur de l'énergie en général. Je pense que l'informatique, la digitalisation va aider en fait tous ces mondes-là qui ne se connaissent pas à collaborer et à faire en sorte que de réduire notre impact carbone tout simplement dans les transports. Voilà. Ok, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Gérald. Merci à tous nos invités pour toutes les bonnes questions qu'ils ont posées. Merci pour les retours très positifs qu'on a sur le blog. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne semaine à tous. Et puis à très bientôt. Puis dès demain en replay. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne Au revoir. soirée.